Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update graphique. Mais avant de rentrer dans le sujet de la vidéo, j'ai une question à vous poser parce que vraiment j'ai tendance à vous les poser à la fin. Je me suis dit que peut-être ça serait mieux si je vous les posais au début. Là, à l'heure où je filme cette vidéo, on est à peu près mi-août et comme vous pouvez le constater, il fait déjà sombre de ce côté-là de la vidéo parce qu'en fait la lumière vient de là. Je ne me mets jamais face aux fenêtres pour filmer parce que sinon ça fait des reflets dans mes lunettes et c'est absolument immonde. J'ai déjà pu le faire sur quelques plans en vlog et vraiment c'est pas beau. Et non, je ne peux pas filmer sans mes lunettes parce que je vois vraiment rien et ça serait vraiment pas agréable pour moi. Donc je me mets pas face aux fenêtres, ça c'est pas une option. Mais là c'est déjà sombre, il y a déjà eu des vidéos que j'ai filmées avec ce côté sombre. Ce qui commence à m'inquiéter c'est qu'on est mi-août et que genre en plein mois d'octobre ça va être compliqué d'avoir une bonne luminosité. Donc est-ce que la luminosité c'est vraiment important pour vous? Est-ce qu'il faudrait que j'achète genre un spot lumineux ou je sais pas comment ça s'appelle là, vous savez, les genres de parapluie ou les genres d'anneaux lumineux, enfin bref, faudrait que je me renseigne pour mettre de ce côté-là et pour un peu équilibrer la lumière, je sais pas. Voilà, dites-moi si la lumière c'est important pour vous. J'essaierai de faire au mieux cet hiver, mais ça va être ma première fois dans cet appartement. Il est globalement plus lumineux que l'appartement que j'avais avant, toute seule, pas à la maison, mais la lumière c'est pas trop ça quand même. Je sais, ce que je vais me dire est bizarre, mais moi je me comprends. Bref, dites-moi ce que vous pensez de cette luminosité, tout ça. Vous aurez le droit de me donner votre avis dans les vidéos qui vont sortir genre en septembre par exemple, aussi. Bref, je m'arrête là pour ce blabla de début et je vous montre les graphiques. Honnêtement, les premiers graphiques, je les ai lus il y a un petit bout, mais je vais essayer de m'en rappeler. En plus, c'est une saga que j'aime beaucoup. Donc, la première saga que je vous montre dans cette update, c'est La Brigade des Souvenirs. Je vous en ai déjà parlé puisque j'avais déjà lu les tomes 1 et 2 avant, parce que là j'ai lu le tome 3, la voiture de Bob, ah oui je me rappelle, ça y est, le tome 4, le mur de Hans, et le tome 5, le tableau de Rachel. En gros on va y suivre 3 adolescents, il me semble qu'il y a un frère et une sœur, et puis le meilleur ami du frère, enfin un peu le meilleur ami des deux, ils traînent pas mal ensemble tous les 3, et en gros dans chaque tome ils vont trouver quelque chose qui appartient à quelqu'un et ils enquêtent dessus. Ils veulent essayer de comprendre pourquoi ça a été laissé là, à qui ça appartenait, depuis quand c'est là, est-ce qu'on peut retrouver celui ou celle à qui ça appartient, est-ce qu'on peut en apprendre plus aussi sur leur histoire, ce qui est arrivé à ces gens, etc. Franchement j'adore ce genre de choses et je sais que c'est fictif, je sais que c'est des personnages qui enquêtent sur des personnages qui n'existent pas, mais j'ai presque l'impression qu'on enquête sur des vrais gens qui ont vraiment existé. Et j'avoue, j'ai presque envie de le faire moi-même dans la vie, tu vois. Bon, j'ai un peu la flemme, j'avoue, mais bref, ici c'est donc la voiture de Bob, le tome 3. En gros, je sais plus le grand-père de qui, mais il y a un des grands-pères des personnages principaux qui avait un garage, fut un temps, et puis là, bon, bah, le grand-père est à la retraite depuis un moment, et la fille enfin la mère du personnage qu'on suit ici se dit qu'il est temps d'aller vider ce garage, d'aller vider ce bâtiment. Il y avait aussi un espèce de petit appartement au-dessus du garage, il vivait là-dedans à l'époque, et voilà, elle se dit que c'est le temps d'aller trier, d'aller vider tout ça, parce qu'à un moment donné, il faut en faire quelque chose. Et les enfants vont trouver une voiture, une très vieille voiture, qui était déjà vieille à l'époque où elle a été amenée au garage, genre vraiment, j'ai pas l'année, et je saurais pas vous dire la marque et tout, tu vois. Je peux peut-être essayer de la retrouver pour vous la montrer. Voilà, c'est cette voiture-là, s'il y a des connaisseurs. Voilà. Et donc les enfants essayent de comprendre qu'est-ce que cette voiture fait là. C'est quand même une voiture de collection, c'est quand même une belle voiture. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur un vieux monospace dégueulasse. Vous voyez, ça aurait pu être comment dire, le garagiste aurait pu la refaire et la revendre, mais il n'a jamais voulu, le grand-père n'a jamais voulu faire ça parce que cette voiture appartient à Bob, donc comme le titre l'indique. Et donc les enfants vont essayer de comprendre c'est qui ce Bob, d'où il sort, pourquoi la voiture elle est toujours là, pourquoi il l'a laissée, pourquoi il est jamais revenu la chercher. Et donc c'est ça qu'on suit. Franchement, j'aime beaucoup. Dans le tome 4, donc le mur de Hans, comme je l'avais un peu pré-shot, ça a rapport avec le mur de Berlin, c'est de ce mur-là qu'il est question. En gros, les enfants vont ici fouiller un peu dans les affaires de leur père et trouver des vieilles cassettes qu'ils échangeaient avec un correspondant allemand.
à l'époque plus ou moins du mur de Berlin. Donc en fait, ils s'échangeaient les cassettes à l'époque où le mur était en place, le mur existait encore et Berlin a été coupé en deux. Et donc voilà, et un jour le correspondant a arrêté de répondre, arrêté d'échanger, etc. Et donc les enfants vont essayer de comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé. Franchement, je trouve ça très cool. C'est un peu triste et franchement, au début, j'y allais un peu comme en marchant sur des œufs. J'étais en mode oulala, où on va et tout. Parce que autant les autres histoires, il y a de grandes probabilités pour que oui, les personnes en question soient mortes, mais aient une longue et belle vie, vous voyez. Alors que là, on parle d'un adolescent qui vivait à Berlin-Est, il me semble. Donc c'était pas folichon, il me semble que lui vivait dans le, je sais plus, mais lui vivait dans le bon côté de Berlin, vous voyez, et son père était resté dans le mauvais côté de Berlin, je sais plus, est-ouest, je sais plus. Mais bon voilà, c'est pas, il a pas eu une vie facile, enfin genre il a pas vécu, je sais pas comment, enfin je pense que vous comprenez quoi, il a vécu dans une ville en guerre pendant des années, donc il n'y a pas de grande chance pour qu'il ait eu une belle vie, donc j'étais un peu en mode oulala, où on va et tout, mais bon. Même si c'est pas mon tome préféré de la saga, j'ai quand même bien aimé. Et le 5e tome, c'est pareil, ça parle de la Seconde Guerre mondiale, même si le tableau de Rachel, ça ne laisse pas supposer ça. En gros, ici, les enfants déménagent, ils emménagent dans une nouvelle maison, et ils vont trouver sous l'escalier un espèce d'accès à une semi-cave enterrée bizarre. Et dans cette cave, ils vont trouver un tableau qui est caché depuis des années et des années et des années. Et donc, ils vont essayer de comprendre c'est quoi ce tableau. D'où il vient. Derrière le tableau, de mémoire, il y a une croix gammée et il y a des références qui sont, il y a des choses écrites qui font référence à la Seconde Guerre mondiale. Et donc en fait, c'est un tableau qui a été réquisitionné par les Allemands pendant la guerre. Voilà, quand ils venaient chercher des Juifs globalement, ils faisaient pas que récupérer les Juifs, entre gros guillemets, ils en profitaient aussi pour récupérer des trucs dans la maison ou dans l'appartement qui les intéressaient, et donc des tableaux, des grands tableaux, parfois d'autres choses d'art comme ça, et ensuite bah, ils en faisaient collection, ils les revendaient, etc. Il y avait vraiment un espèce de trafic d'œuvres d'art à l'époque, et donc ce tableau-là est lié à cette époque-là, a été récupéré, et donc le but, c'est de trouver à qui il appartenait avant que les Allemands le récupèrent. Parce que là, il est dans la maison des héritiers, de ceux qui l'ont acheté ou de ceux qui l'ont récupéré après les Allemands, etc. Vous voyez, donc c'est pas les vrais propriétaires, donc c'est ça que les enfants vont chercher. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et vraiment, cet angle-là de la Seconde Guerre mondiale, je préfère. Vraiment, pour le coup, c'est une manière d'aborder cette guerre et tout ce qui s'est passé autour, etc., etc., différente de ce que je peux voir d'habitude, et j'avoue que j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai lu les 2 premiers tomes d'une autre saga, je sais pas combien il y a de tomes, ni dans la première saga que je vous ai montré, ni dans la deuxième, mais je vais avancer dedans, c'est sûr. Donc cette deuxième saga, c'est Tara. J'ai lu donc les 2 premiers tomes, comme je disais, Un été, 0 déchet, et Manger local au Boréal. Les titres font vraiment très très engagés, très très écolo, etc., etc. Et c'est le cas dans les livres, mais pas que. C'est-à-dire que c'est pas qu'une BD pour parler d'écologie, c'est pas qu'une BD où on a un personnage qui a une association et qui ramasse des déchets et qui fait que ça. Non, il n'y a pas que ça en thématiques qui sont abordées. On va y suivre donc Tara, un personnage principal qui vit en France, enfin sur la métropole, vous allez voir pourquoi je dis ça, et qui part en vacances sur l'île des Boréales, située en Bretagne d'après ce que je me souviens. Je pense que cette île existe réellement. Donc voilà, elle va là-bas en vacances chez son père, ses parents sont séparés, et donc elle vit à l'année chez sa mère, et dans le tome 1, c'est la première fois qu'elle arrive au Boréal pour passer les vacances d'été du coup avec son père, et elle va découvrir la vie sur place, et elle va un peu prendre conscience que sur une île, d'autant plus, faut faire attention aux déchets, parce que si tu les mets un peu partout, un peu n'importe où, bah, l'île entière finit par être polluée, et à terme, elle finira par être inhabitable. Donc, voilà, elle prend pas mal conscience de ça, elle est de base très proche des animaux, et donc il y a toute une histoire avec un phoque, il me semble, qui vit plus ou moins sur l'île, et donc bah, il faut pas jeter les déchets sur la plage, déjà parce que ça pollue, pour les humains c'est pas cool, mais aussi parce que bah, du coup pour les animaux marins, c'est pas ouf non plus, les tortues, les phoques, etc. Et donc voilà, on la suit vraiment elle dans cette relation père-fille qui est nouvelle, elle emménage, elle est là pour les vacances, elle connaît personne, c'est la première fois qu'elle vient, elle doit avoir, je sais pas, 15-16 ans, donc en fait c'est pile poil l'âge où c'est pas facile de se faire des amis. Quand t'as de 6 à 10 ans, c'est ultra facile de te faire des amis, genre vraiment tu les rencontres, tu discutes avec eux, etc. C'est
super facile, vraiment, de 10 à 15 ans, c'est là que ça bascule, entre 10 et 15 ans, je dirais, ça dépend des gens en fait, mais il y a une bascule qui se fait où ça devient plus difficile parce que tu te mets en recul, parce que c'est l'adolescence, parce que tu as des boutons, parce que tu te poses des questions, bref, ça devient plus difficile d'aller vers les autres et de se faire des amis, et elle est pile poil dans cet âge-là, donc c'est pas évident pour elle, elle est pas proche de son père, elle le connaît pas vraiment, elle est déjà venue sur l'île, il me semble, quand elle était petite, mais en vrai, c'est un peu le cas où les adultes de l'île se rappellent d'elle quand elle était petite, mais elle a aucun souvenir de eux. Donc c'est hyper chelou pour elle. Et donc voilà, on a cette partie écologique, cette partie déchets, traitement des déchets, faire attention à comment on consomme, etc., qui est très intéressante, je dis pas. Mais on n'a pas que ça. Et pour moi, c'est important de ne pas avoir que ça dans un livre, parce que c'est la vraie vie en fait. Je sais pas comment expliquer. Bref, et donc dans le tome 2, elle retourne sur l'île des Boréales, mais ici c'est les vacances d'automne. Voilà, elle revient, donc, vous voyez, il pleut, pardon. Oui, c'est pas du tout l'été là. Donc elle revient, elle est très contente de retrouver ses amis, mais il y a plusieurs semaines, plusieurs mois qui se sont écoulés, les choses ont changé pendant qu'elle n'était pas là, et elle va découvrir des choses qui lui plaisent pas forcément. Et il y a un festival qui est organisé, et c'est bizarre parce que c'est un festival autour de la nourriture, mais autour de fruits et de légumes qui ne sont pas de saison. Du coup, c'est un peu galère, faut les importer depuis la France métropolitaine, du coup, sur l'île. Et il y a des galères, et il y a des problèmes. Et voilà, et donc on suit ça. Franchement, j'aime beaucoup. En fait, j'aime bien suivre Tara, je trouve ça très cool. Moi, j'ai déménagé pas mal de fois quand j'étais petite et quand j'étais ado, et donc j'ai dû recommencer à me faire des amis régulièrement, et voir ça en BD, c'est assez chouette. Ça permet d'avoir un recul moi-même sur ma propre vie. Genre par exemple, je me rappelle que quand je suis rentrée en 6ème, j'ai décrété que ça servait à rien que je me fasse des amis parce qu'on allait déménager 2 ans plus tard. Vraiment, j'ai dit ça comme ça à ma mère, et elle m'a répondu mais non, pas du tout, on vient de faire construire, la maison elle est super, on va rester. On a déménagé à la fin de ma 5ème. Vraiment. Et donc voilà, j'ai arrivé à ce stade de ça ne sert plus à rien que je me fasse des amis parce que je vais devoir encore recommencer dans 2 ou 3 ans, donc flemme. Et c'était le cas. Genre vraiment, mes parents déménageaient tous les 2-3 ans juste parce qu'ils avaient envie. Il n'y a pas de raison, de trucs militaires, de boulot, de non, c'est eux qui décidaient quoi, vraiment. Donc bref, voir ça voir quelqu'un arriver quelque part où tout le monde se connaît depuis toujours et toi tu débarques là-dedans, ça me parle vraiment. Donc voilà. Je viens de me rendre compte que je vous avais pas dit qui avait écrit et dessiné les BD, donc je vais le faire maintenant. La Brigade des Souvenirs, c'est de Marco Carbone et Cécémia, et Tara, c'est de Anne-Gaëlle et Gwenola Morizur et Séverine Lefebvre. Voilà qui est rattrapé. Et donc on passe à la 3e saga que j'ai lue, que j'ai franchement moins aimée. Donc c'est Les Terreurs des Mers, le tome 1, l'Hermione à la rescousse, et le tome 2, L'Or des Conquistadors. Donc c'est de Bremo et Rigano, et je vais tout de suite poser le tome 2 puisque je ne l'ai pas lu. J'ai lu que le tome 1 et franchement j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout accroché à cette histoire. En gros on va rencontrer plusieurs enfants, mais c'est raconté de manière très floue, tout va très vite, il n'y a pas beaucoup de détails, et en fait j'ai pas eu le temps de bien définir qui était qui on suivait, qui étaient les méchants, que je me mélange. Vraiment, je me mélange. En plus, on est sur des bateaux avec des espèces de pirates. On a la marine anglaise, la marine française, qui sont les uns contre les autres, mais pas tout à fait. Les enfants au milieu. Enfin, vraiment, je trouvais ça très flou. Ça partait dans tous les sens. Et quand on en est arrivé à la marine anglaise contre la marine française, à moitié politique et tout, je suis en mode flemme. Vraiment, j'ai lâché l'affaire parce que ça m'intéressait pas. Mais en gros, on va suivre 2 enfants qui, au début du livre, de la BD, essayent d'attaquer un bateau. C'est pas vraiment détaillé, on sait pas pourquoi, on sait pas ce qu'ils font, mais il y a un bateau qui arrive, eux ils sont sur une espèce d'île tout seuls. Encore une fois, on n'a pas de détails, on n'a pas d'infos, bref. Et ils veulent faire échouer ce bateau pour le piller. Voilà. Sauf que les gens qui sont sur le bateau ont anticipé que les enfants allaient faire ça. Comment, pourquoi, on ne sait pas. Non, mais posez pas de questions, non, posez pas de questions. Donc les gens sur le bateau ont anticipé ça. Du coup, ils ont laissé le bateau tout seul en mer. Pas de questions, j'ai dit. Et ils ont débarqué sur l'île en laissant le bateau au milieu de la mer pour faire croire aux enfants qu'ils étaient toujours dessus, et donc comme ça ils prennent les enfants à revers et ils enlèvent les enfants. Donc globalement ils les emmènent avec eux en mode prisonniers parce qu'ils ont tenté de les attaquer, même s'ils n'ont pas tenté de les attaquer, puisque bref, les enfants se retrouvent sur le bateau et il y en a un qui arrive à s'échapper.
C'est une jeune fille qui rejoint une ville. On sait pas dans quel pays, on sait pas où, hein, vraiment. Elle rejoint une ville et elle informe son grand frère que leur frère, il est sur le bateau, il s'est fait enlever, il a été fait prisonnier, donc il faut aller l'aider, etc., etc. Et là, le grand frère décide de se faire engager de manière hyper chelou sur un bateau de la marine anglaise ou française, je sais pas, parce que l'autre enfant a été fait prisonnier sur un bateau anglais ou français, je sais plus lequel des deux. Et donc, le grand frère se dit on va monter sur un bateau ennemi, comme ça ils vont attaquer l'autre bateau et on pourra récupérer notre frère. Mais vraiment ça part dans tous les sens. Le grand frère fait genre qu'il est qui fait de la divination, qui devine les trucs, qui lit dans les pensées, enfin bref, ça part dans tous les sens, ça n'a aucun sens. Et comme on est en BD, on n'a pas de longs paragraphes pour nous expliquer les choses, tu vois. T'as quelques petites bulles, quelques petits échanges et tout. Je sais même pas si on a des bulles de voix off, mais vraiment, c'est... ça part dans tous les sens et ça va trop vite pour moi. En fait, j'arrive pas à prendre le temps de regarder qui dit quelle bulle et rien qu'avec les dessins, j'arrive pas à savoir. Genre par exemple, ce gars-là, avec son costume, moi je sais pas s'il est français ou anglais, j'en ai aucune idée. Et j'ai la flemme d'aller chercher quel costume il ressemblait, je sais même pas à quelle époque on est. Enfin vraiment, je sais pas, je suis perdue. Donc au bout d'un moment, on nous dit les anglais, machin, badule, les français, mais je sais pas. Je sais pas, je suis perdue. Vraiment, je trouve que c'est beaucoup trop fouillis, c'est beaucoup trop brouillon selon moi. Peut-être je suis débile, hein, parce que c'est quand même une BD jeunesse et moi je suis une adulte, mais j'ai pas réussi. Vraiment, je n'ai pas compris. J'ai juste lâché l'affaire en fait. Et la dernière BD, c'est un tome 1. Le tome 2 n'est pas encore sorti ou vient tout juste de sortir. En tout cas, ma bibliothèque n'a pas le tome 2 puisque eux, ils l'ont rangé dans les one-shots. Mars 2025. Peut-être qu'on a le tome 2. Il faudrait que je me renseigne. Peut-être que je me l'achèterai. Bref, cette BD, c'est Le pêcheur et la salamandre, le tome 1, La malédiction du poisson roi de Geoffroy Monde et Zoé B. Simpson. J'ai pris cette BD en me disant allez on va tenter, mais en ayant dans un coin de ma tête que peut-être ça me plairait pas pour deux raisons. Premièrement, je saurais pas l'expliquer, mais je m'attendais à des personnages asiatiques, à me retrouver dans un univers asiatique qui est pas forcément ce que j'apprécie de manière générale. Et deuxièmement, parce que vu le titre, je m'attendais à un truc un peu philosophique, un peu réfléchi, un peu ésotérique, c'est pas tout à fait le mot, mais vous voyez, pas forcément quelque chose de concret où tu suis genre Tara qui va sur l'île et qui... Vous voyez, je m'attendais à un truc beaucoup plus imagé, je sais pas comment expliquer, et c'est le cas pour les deux. C'est vraiment, on est avec des personnages asiatiques et on est à base de religion et de croyances, donc j'ai pas forcément à l'aise avec ça, mais franchement, j'ai adoré. Voilà, j'ai passé un super bon moment, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Les planches, les dessins, les couleurs sont absolument magnifiques. Genre vraiment, c'est somptueux. Je sais pas si vous vous en rendrez compte à la caméra, mais vraiment, je trouve ça magnifique. En gros, on va rencontrer donc un jeune pêcheur qui tous les jours va pêcher pour se nourrir tout simplement, et il fait une offrande à un dieu, donc le poisson roi, c'est le dieu auquel il croit, et donc voilà, il pêche, il mange une partie de sa pêche, et l'autre partie, il en fait offrande à ce dieu, en lui demandant protection et prospérité, et comme ça fonctionne, en fait, pour lui, comme tous les jours, il arrive à pêcher assez pour faire l'offrande et se nourrir, il se dit que c'est le dieu qui est de son côté et qui l'aide, et donc il continue à faire ça. Chacun ses croyances. Bref, sauf qu'un jour il va rencontrer une salamandre qui le voit pêcher, qui le voit faire cette offrande au roi, et qui se dit c'est du gâchis de nourriture, pourquoi tu me le donnes pas à moi, le poisson, au lieu de le poser là par terre pour un dieu qui... Vous voyez? Et donc le pêcheur lui explique la légende du poisson roi, qu'il le protège, tout ça, machin bidule. Mais la salamandre va déclencher donc, comme le titre l'indique, la malédiction du poisson roi. Et donc pour réparer ce qu'elle a déclenché, la salamandre doit faire une espèce de quête, aller chercher quelque chose et ramener quelque chose en offrande au poisson roi. C'est la légende du poisson roi, etc., etc., etc. Comme le pêcheur est très gentil, il va accepter d'accompagner la salamandre dans cette quête. Et donc ils partent ensemble, ils font ce voyage un peu initiatique pour trouver ce qu'il faut en offrande
pour réparer ce qu'a fait la salamandre. Et donc on les suit là-dedans. C'est à la fois un voyage, la construction d'une amitié, la découverte d'une religion, de croyances, de malédictions, de Dieu. Et on suit ça. Et franchement, en fait, c'était hyper calme à lire. Vraiment, c'est le mot qui me vient. Je sais pas comment expliquer. C'est apaisant à lire. Je ne crois en rien, en aucune religion, en aucun dieu, en aucune déesse, d'aucune sorte. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais je respecte les gens qui croient. Et plusieurs fois dans ma vie, je me suis dit, ah, si je croyais, je pourrais prier, je pourrais avoir ça, alors que là, bah, j'ai juste ma rationalité dans ma gueule et elle me sert à rien, tu vois. Donc vraiment, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui croient. Bon, j'en ai moins pour ceux qui tordent la religion et en font n'importe quoi, c'est un autre sujet. Et ouais, franchement, je sais pas, j'ai trouvé ça hyper apaisant de lire ce livre, de les suivre là-dedans et en fait, de mettre de côté mon côté rationnel, de mettre de côté mon côté sceptique et de juste croire avec eux, de juste avancer avec eux. J'ai trouvé ça hyper cool et ça finit clairement en suspense, donc vraiment, il faut que je trouve le tome 2. Je pensais pas que cet update serait aussi long, mais bon, j'ai aussi fait un petit blabla en début de vidéo qui n'avait rien à voir, donc forcément, ça a un petit peu rallongé la vidéo. J'espère qu'elle vous a quand même plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.